Nous abordons enfin ces points particuliers que sont les points d'inflexion. On a vu des points qui nous permettaient de découvrir des maxima, des minima, donc des extréma. Nous avons vu différents types de points comme des points anguleux. Euh, nous n'avons pas encore complètement exploré c'est ce type, voyez, ce type de point, j'ai envie de dire ce type de point ici, voilà, je vais le mettre en vert, hein, ce type de point qui se trouve ici, là, et où il se passe quelque chose qui est assez particulier, hein, que nous n'allons pas, bah oui, qu'on ne retrouve pas, qu'on retrouve pas toujours, qu'on ne retrouve sûrement pas dans des courbes qui sont comme ça ou dans des courbes qui sont comme ça, hein. On va observer ici, bah, à gauche de mon point vert, on va observer que ma fonction, donc si on l'appelle f de x, ceci est f de x, on va voir que à gauche nous avons une dérivée seconde de f de x bah, qui est positive, hein. Ça c'est à gauche du point vert, hein, à gauche du point vert, donc sur cette zone-là. Et puis, à droite du point vert, on va avoir f seconde de x. Vous voyez, f seconde de x qui se met à se courber vers le bas, hein, qui devient concave. Et donc, à droite, là, on a f seconde de x qui est plus petit que 0. Bon, on aurait pu mettre plus grand ou égal et plus petit ou égal, mais je ne considère pas que le point vert est compris dans les espaces compris par mes deux accolades là. Et donc, ce point vert là, qui est entre les points f de x, les points x tels que f seconde de x est plus grand que 0, et les points x tels que f seconde que x est plus petit que 0, strictement plus grand ou strictement plus petit, ici, on a un point qu'on va appeler C, c'est un point C qui a pour image f de C, et f seconde de C est égal à 0. C est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Un point d'inflexion, c'est un point pour lequel la dérivée seconde va changer de signe en ce point. De manière générale, donc on pourra dire de manière générale, pour une fonction, qui est deux fois différenciable, pour f qui est deux fois dérivable, dérivable d'abord, pour f qui est deux fois dérivable, euh, un point d'inflexion, il est tel que un point d'inflexion, il est tel que il existe AB avec f seconde de x plus grand ou égal à 0 pour tout x appartenant à A, C, avec A qui est ouvert et C qui est fermé, et f seconde de x alors, donc plus grand ou égal d'un côté, plus petit ou égal de l'autre, pour tout x donc appartenant à l'autre côté, donc C, B, voilà. B, je vais dire que c'est un intervalle ouvert également, hein. Donc un point d'inflexion, il est tel que il existe AB, tel que donc on a soit ce cas de figure, c'est-à-dire une dérivée seconde qui est plus grande ou égale à 0 à gauche de C et une dérivée seconde plus petite ou égale à 0 à droite de C, soit bien sûr le contraire, f seconde inférieure ou égale à 0 pour tout x appartenant à C et f seconde supérieure ou égale à 0 pour tout x appartenant à CB. Ça, c'est la première
définition, si vous voulez, je veux dire d'un point d'inflexion. Et puis si on a f qui est 2 fois continuellement dérivable, c'est un petit peu plus continuellement dérivable, le cas f 2 fois continuellement dérivable, c'est le cas qu'on a vu plus haut, le cas plus simple. Donc vous avez ici, je vais mettre continuellement dérivable, f 2 fois continuellement dérivable. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Donc si j'ai une fonction comme ça, quand j'ai C qui est un point d'inflexion, naturellement, f seconde de C est égal à 0. Parce que quand j'ai une fonction qui est 2 fois continuellement dérivable, la dérivée seconde, elle passe de valeurs positives à des valeurs négatives, selon la définition du point d'inflexion ici, ou elle passe de valeurs négatives à des valeurs positives. Mais comme cette dérivée seconde est continuellement dérivable, alors à ce moment-là, la dérivée seconde au point C, c'est-à-dire au moment où elle passe des valeurs positives à négatives ou négatives à positives selon le cas, et bien alors à ce moment-là, cette dérivée seconde devient 0, naturellement. Donc, voilà, à partir du moment où j'ai une dérivée seconde qui change de signe et que cette dérivée seconde est continue, si j'ai une fonction continue, cette dérivée seconde ne peut que passer par 0. Et donc, f seconde de x ici ne peut être que égal à 0. Hein. Ça, c'est un premier point, si vous voulez, je veux dire. Voilà, petit a. Hein, et petit b, on peut dire que si j'ai f seconde de c qui est égal à 0 et f seconde change de signe en C, change de signe en ce point C, eh bien alors, dans ce cas, on est sûr que C est un point d'inflexion. Voilà. Dans l'autre sens, c'est très facile également, c'est dire, voilà, on a, si j'ai une dérivée seconde qui change de signe, et que cette dérivée seconde est nulle là où elle change de signe, c'est-à-dire en C, au point C, alors à ce moment-là, on a un point d'inflexion, évidemment. Et donc là, dans ce cadre-là, dans ce deuxième point ici par rapport au premier point, ici, la seule différence avec le premier point, si vous voulez, c'est que j'ai une fonction qui est 2 fois continuellement dérivable et non pas 2 fois dérivable. Enfin, c'est mieux que 2 fois dérivable puisqu'elle est également continue. La dérivée seconde est également continue. Hein. Donc on définit des points d'inflexion, qu'on ait des fonctions qui sont 2 fois dérivables ou 2 fois continuellement dérivables. Si la dérivée seconde n'est pas continue, alors à ce moment-là, on va devoir utiliser cette définition du point d'inflexion. On peut imaginer que la dérivée seconde, elle a des sauts. On peut imaginer que cette dérivée seconde n'est pas continue et en particulier, elle peut ne pas être continue au point C. Si on calcule cette dérivée seconde, ça nous fait une fonction. Cette fonction peut être discontinue, auquel cas il est difficile de dire que f seconde de C est égal à 0. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que si nous avons une fonction qui est telle que la dérivée seconde change de signe quand on passe de l'intervalle AC à l'intervalle CB, eh bien à ce moment-là, on pourra donc dire qu'on a un point d'inflexion également pour des fonctions dont la dérivée seconde n'est éventuellement pas continue. Donc en gros, cette deuxième définition ou propriété est en fait un cas particulier de la première. Et donc dans ce deuxième cas, c'est très simple. Si on a un point d'inflexion,
ben, il y a naturellement une dérivée seconde qui est nulle en ce point d'inflexion. Et si j'ai une dérivée seconde qui change de signe et qui est nulle là où elle change de signe, eh bien, on a forcément un point d'inflexion également. Donc, qu'est-ce que c'est ça techniquement hein, euh, quand on étudie ce type d'exemple, ce type de fonction-là, je vais peut-être remonter un tout petit peu. Voilà. À quoi correspondent en pratique des fonctions comme celle-ci? Ce sont par exemple des fonctions de production, où on a x qui est un facteur de production et f de x qui est la production. Et qu'est-ce que l'on peut constater? C'est que avant le point C, à gauche du point C, on voit que la production, quand x augmente, augmente de plus en plus. Et puis lorsqu'on se trouve à droite de C, lorsqu'on est à droite de C ici, dans cette zone-ci, ben, pour des facteurs de production x qui augmentent, la fonction de production continue à augmenter, mais de moins en moins. Donc ici, dans le cas d'une seule dimension, des fonctions de distribution, des fonctions de production à une seule dimension, eh bien, on a assez fréquemment la possibilité, dans le cas unidimensionnel, de croiser des fonctions de ce type-là pour des fonctions de production avec lesquelles donc un point d'inflexion se trouve là, quelque part à l'intérieur du domaine. Oui, je peux préciser quand même que le point C est toujours un point intérieur, donc je vais quand même écrire que f est défini sur un intervalle i, comme on le fait toujours, et c appartient à l'intérieur de i. Je vais noter l'intérieur de i avec un i surmonté d'un petit zéro. Voilà, voilà pour ce qui est des points d'inflexion. Nous allons terminer par revenir sur ce changement, hein, on a parlé des points d'inflexion avec des changements de courbure de la fonction f de x, avec cette idée de je passe d'une concavité à une convexité, ou je passe d'une convexité à une concavité, c'était ça, hein, un point d'inflexion. Une dérivée seconde qui change de signe, c'est passer d'une concavité à une convexité, ou l'inverse. C'est donc une occasion aussi pour reparler de la concavité et la convexité de manière plus générale. La concavité et la convexité, c'est quelque chose que nous connaissons très bien jusqu'à présent pour des fonctions dont nous savons qu'elles ont une dérivée seconde. Une dérivée seconde positive sur un domaine ou sur un morceau de domaine désignera une fonction qui est convexe sur ce domaine ou ce morceau de domaine. Une dérivée seconde qui par contre est négative sur un domaine ou un morceau de domaine nous définira une fonction qui est concave sur ce domaine ou ce morceau de domaine. C'est donc ça la définition de la concavité et de la convexité pour des fonctions qui sont deux fois dérivables et que donc nous connaissons très bien jusqu'ici. Mais pour des fonctions qui ne sont pas deux fois continuellement dérivables, que peut-on dire par exemple de cette fonction-là? Cette fonction-là qui n'est pas deux fois continuellement dérivable, qui n'est même pas une fois continuellement dérivable. En ce point-là, ici, vous voyez bien qu'il y a une dérivée à gauche, une dérivée à droite qui ne sont pas les mêmes. Qu'allons-nous faire alors pour savoir ce que c'est la concavité et la convexité? Eh bien, il y a une définition qui va être très utile dans de nombreux domaines de mathématiques et de mathématiques appliquées, d'analyse convexe, d'optimisation, ces domaines-là qui nous permettent de minimiser
des fonctions objectives, des fonctions, par exemple, des fonctions de production. Eh bien, regardez comment on va définir une fonction concave pour ce cas-ci. Une fonction concave, ce sera une fonction comme celle-là, hein, c'est-à-dire une fonction pour laquelle, quand je prends 2 points de la fonction et que je les relie par un segment de droite, tous les points de ce segment de droite se situent en dessous de la courbe. Tous, excepté ceux qui sont sur la courbe. Donc, regardez, je vais mettre ceci ici, je vais prendre 2 points, on va prendre 2 points, on va prendre, voilà, 2 points comme ceci. Je vais relier ces 2 points. Et je vais dire, regardez en définition, f est concave de manière générale. F est une fonction concave à partir du moment où on va avoir, si pour tout segment joignant, deux points de f, le segment est sous la fonction f. Alors, j'ai peur que ça déborde un petit peu ici. Je vais mettre f pour qu'on le voit bien, comme ceci, voilà. Donc f est concave si pour tout segment joignant 2 points, où je vais mettre 2f, le segment est sous la fonction f. Alors, oui, ici nous le voyons, ce segment vert là, ce segment vert qui se trouve ici, donc le segment vert, le voilà, le segment vert, c'est un segment de droite qui relie, comme vous le voyez ici, 2 points de ma fonction f. Et quand je trace ce segment-là entre les 2 points, ben, tous les points du segment se trouvent sous la courbe, et même dans ce cas-ci ici, strictement sous la courbe, sauf les 2 points initiaux que j'ai pris sur la courbe, qui eux sont sur la courbe. Donc ils ne peuvent pas se trouver strictement sous la courbe. Bon, ben, une fonction concave, c'est une fonction comme cela, c'est-à-dire une fonction pour laquelle tous les points, hormis ces 2 points-là, se trouvent sous la courbe, les 2 points se trouvent également sous la courbe, et donc, voilà, cette fonction concave, il suffira, et donc là je fais une distinction qui va être plus claire maintenant, qui va consister à dire, ben voilà, là j'ai une fonction concave, c'est-à-dire une fonction pour laquelle tout segment de droite qui va joindre 2 points de ma courbe f, donc une fonction concave f, c'est une fonction pour laquelle tout segment qui joint 2 points de cette fonction f se trouve sous la courbe, mais seulement sous la courbe. On n'a pas dit, et je l'ai peut-être dit précédemment, mais je reviens là-dessus, on ne dit pas que ce segment de droite est strictement sous la courbe. Le segment de droite se trouve simplement sous la courbe. C'est tout ce qu'on dit quand on parle de concavité. Et donc ainsi, dans le même contexte, je peux définir une fonction convexe. Une fonction convexe, également, je peux prendre n'importe quel couple de points qui se trouve sur cette droite, n'importe quel segment de droite qui relie 2 points de la fonction convexe, et bien à ce moment-là, le segment de droite se trouve au-dessus. Ici, je vais rajouter, je vais mettre une autre couleur, donc je vais mettre convexe ici. Donc f est convexe si pour tout segment joignant 2 points de f, le segment est au-dessus
de la fonction f. Donc dans ce second cas ici, nous avons une fonction convexe de manière plus générale, et vous voyez que cette définition fonctionne intuitivement. Pour avoir une fonction convexe, il faut que quand je prends n'importe quel couple de points qui se trouve sous la courbe et que je relie ces points, j'ai un segment, le segment résultant, il se trouve au-dessus de la courbe. Et encore une fois, je ne dis pas strictement au-dessus de la courbe. Ainsi, regardons une fonction comme ça. Ceci est une fonction, dans ce cas-ci, c'est une fonction concave. Ceci, la courbe mauve, là, je ne vais peut-être pas la mettre en mauve, je vais la mettre dans une autre couleur. Eh bien, cette courbe-là, ceci, c'est... Alors, cette courbe-là, je change de couleur, donc je vais mettre une courbe, voilà, une fonction orange. Eh bien, cette fonction-là, c'est bien une fonction qui est concave. Vous pouvez prendre n'importe quel couple de points qui se trouve sur cette fonction. Vous reliez ce couple de points, vous aurez toujours un segment qui se trouve sous la courbe. On peut en prendre un. Regardez, je vais prendre un particulier précisément. Je vais prendre celui-là, je prends ce point-là et ce point-là. Et je relie le segment, je relie ces deux points-là en rose qui sont ici. Eh bien, on voit que ce segment-là, il épouse la fonction orange, il est même pour une part exactement égal à la fonction orange, mais il n'y a rien à faire, tous les points de ce segment-là sont sous la courbe orange. Ils sont égaux à la courbe orange, mais donc ils sont sous la courbe orange. Et donc je peux dire que je peux prendre n'importe quel autre exemple de couple de points pour cette fonction-là, ça ne pose pas de problème. On va bien se rendre compte que le segment qui joint les deux points se trouve toujours sous la courbe. Et on pourra dire la même chose pour la fonction convexe correspondante. Voilà, une fonction convexe en triangle comme ceci. Eh bien oui, si je prends n'importe quel couple de points sur cette fonction convexe, eh bien il n'y a rien à faire. Le segment qui joint les deux points sera toujours au-dessus de la fonction convexe. Là où on va changer notre compréhension des choses, c'est quand on va rajouter le mot ici, le mot strictement. Alors, je n'ai pas envie de le rajouter là parce que si, on va mettre strictement comme ceci, mais alors strictement, on va définir maintenant ce qu'on appelle une fonction strictement concave ou strictement convexe. Quand je vais définir une fonction strictement concave ou strictement convexe, alors, là aussi, je vais parler de n'importe quel couple de points appartenant à la fonction. Donc, je vais dire que je relie aussi je relie aussi deux points pour former un segment de droite. Dans le cas d'une fonction strictement concave, la fonction, donc le segment, donc dans le cas d'une fonction strictement concave, le segment se trouve toujours strictement en dessous de la fonction f, excepté pour les deux points qui appartiennent à la fonction f. Donc, ceci est aussi une fonction strictement concave. Je prends n'importe quel couple de points ici, je prends n'importe quel couple de points, je les relie, le segment de droite se trouve strictement en dessous de la courbe. Il n'y a aucun point de ce segment de droite qui est égal à un point de la courbe, hormis bien sûr les deux points de la courbe par lesquels je fais passer le segment.
Une fonction strictement convexe sera telle que pour n'importe quel couple de points de cette fonction, le segment qui relie les deux points que j'ai définis se trouve strictement au-dessus de ma fonction convexe. Et donc, si maintenant je reviens à mon cas particulier de cette fonction qui a une forme de triangle ici, est-ce que cette fonction est une fonction strictement concave? La réponse est non. Si je prends deux points, par exemple ici et ici, de cette fonction, deux points de cette fonction que je relie, que j'effectue un segment, oui, le segment, il sera tel que tous les points sont strictement en dessous de la fonction orange, excepté les points définis sur la fonction. Ça, c'est un segment, oui, mais la définition de stricte concavité ne vaut pas que pour un segment, elle doit valoir pour tous les segments possibles. Par conséquent, le couple de points que je prends ici, c'est un couple de points pour lequel, quand je trace le segment qui passe par ces deux points, eh bien, le segment épouse complètement cette courbe, cette fonction, pardon, orange, et par conséquent, le segment de droite n'est pas strictement en dessous de la fonction orange. Tous les points sont même exactement égaux à la fonction orange. Tous les points de ce segment mauve là sont exactement égaux à la fonction orange. Donc pour avoir une stricte concavité ou une stricte convexité, le segment que l'on trace ne peut jamais avoir de points qui sont égaux à la fonction concave ou convexe, strictement concave ou strictement convexe qu'on étudie, excepté bien sûr en les deux points qui appartiennent eux à la fonction strictement concave ou strictement convexe que nous étudions. J'en termine alors en revenant au cas assez habituel que nous connaissons où nous avons des dérivées secondes. Lorsque nous avons des dérivées secondes, on peut se reposer la question pour une fonction strictement concave ou strictement convexe, est-ce que nous avons des critères qui nous permettent de les détecter uniquement à partir de la dérivée seconde? Pour une fonction f qui maintenant est, donc je reviens, c'est une remarque, ceci, une remarque. Si j'ai une fonction f qui est deux fois dérivable, et donc ce n'est évidemment pas le cas ici, ce n'est pas le cas ici non plus, si j'ai une fonction qui est deux fois dérivable, si j'ai une fonction, si j'ai f seconde de x, qui est strictement plus petit que 0 pour tout x appartenant à un ouvert, je l'appelle AB. À ce moment-là, si j'ai f seconde qui est strictement plus petit que 0, ça veut dire que la dérivée première, elle diminue sans arrêt. Une dérivée première qui diminue sans arrêt, ça fait ceci. Donc on peut montrer ici facilement que la dérivée première n'arrête pas de diminuer. Dérivée seconde strictement négative, ça veut dire dérivée première qui n'arrête pas de diminuer si cette dérivée seconde est strictement négative partout. Et elle est négative partout sur un intervalle AB. Là, on peut considérer qu'AB, c'est l'intervalle, c'est le domaine de définition de f. Donc, une dérivée seconde qui est négative, strictement négative pour tout x appartenant à AB, ça signifie obligatoirement que sur AB, on a une fonction f qui est une fonction à ce moment-là strictement concave. F est dans ce cas-ci strictement concave. Et si j'ai f seconde maintenant qui est strictement plus grand que 0 pour tout x appartenant à AB,
Pas besoin de préciser, hein. Ça implique que f est strictement convexe sur AB. Voilà. Donc on a strictement concave sur AB et strictement convexe sur AB. Quand on a une dérivée seconde qui est telle que la dérivée première diminue tout le temps, on a une fonction strictement concave. Quand on a une dérivée seconde qui est telle que la dérivée première augmente tout le temps, on ne peut avoir augmente tout le temps sans s'arrêter, vraiment, et bien alors on a sur tous les points x appartenant à B, on a une fonction donc, qui est strictement convexe sur AB. Mais maintenant, si j'ai une fonction strictement concave, ou si j'ai une fonction strictement convexe, c'est ce que j'ai obligatoirement une dérivée seconde qui est strictement positive ou strictement négative selon le cas. Donc si je prends une fonction strictement convexe, par exemple, est-ce que j'ai obligatoirement f seconde de x qui est strictement plus grand que 0 partout? Donc je prends une fonction convexe, strictement convexe partout, sur un intervalle, admettons. Donc si j'ai une fonction strictement convexe sur un intervalle, est-ce que j'ai la dérivée seconde qui est strictement plus grande que 0 sur cet intervalle? Ben non. La réciproque n'est pas vraie. Donc ici, je vais mettre en nota bene, la réciproque n'est pas vraie. Pourquoi la réciproque n'est-elle pas vraie? Eh bien, on prend un exemple. Je prends x4. x4, vous savez à quoi ça ressemble. x4, c'est quelque chose comme ça. Eh bien, x4, c'est une fonction qui est bien sûr strictement convexe. Vous le voyez. Vous prenez n'importe quel couple de points qui se trouve sur cette fonction, ben, le segment qui joint ces deux points-là est strictement au-dessus de la fonction. Donc c'est une fonction strictement convexe. Or, si je calcule la dérivée seconde en 0 de cette fonction, donc c'est 4x cube, donc 12x carré, 12x carré en 0, c'est 0. Et donc vous voyez là que nous avons une fonction qui est strictement convexe et pour laquelle en un point nous avons une dérivée seconde qui est égale à 0. Ça contredit, donc on n'a pas l'équivalence, je ne peux pas mettre des équivalences ici. Je peux simplement dire que quand j'ai une dérivée seconde strictement négative, j'ai une fonction strictement concave. Mais je ne peux pas dire que quand j'ai une fonction strictement concave, j'ai une dérivée seconde strictement négative. Ici, donc pour ce cas de la convexité, je prends une fonction qui est strictement convexe sur un intervalle AB, mettons, eh bien cette fonction-là, en 0, a une dérivée seconde qui est nulle, et non pas une dérivée seconde qui est strictement positive. Donc on ne peut pas dire que quand f est strictement convexe sur AB, f seconde est strictement plus grand que 0 sur AB. Voilà donc ce petit complément concernant la concavité et la convexité, et en particulier l'extension, la définition un petit peu plus avancée encore de ce qu'on appellera alors la stricte concavité ou la stricte convexité.